conférencier, dernier conférencier de cette matinée, et professeur José Carlos Quadrado. Alors, il est actuellement le nouveau président de l'ENAI. Il est European Network of the Digitization of Engineering Education, qui est en fait l'instance qui regroupe tous les bureaux accrédités en Europe. Donc, on a eu le plaisir de travailler avec José dans le cadre du projet MEDAC. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble et beaucoup discuté autour de cette thématique. En fait, donc José est de formation génie énergétique, énergie renouvelable particulièrement, et il était également à la tête de l'école d'ingénieurs à Porto, et actuellement il est le président de l'ENAI. Merci. Voilà, donc José, je vous donne la parole pour une demi-heure. Merci. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, c'est avec plaisir que je suis ici. La pression, ça monte. Tu me dis, bon, il va le dire, il va le montrer, le prophète vient, donc c'est difficile, non? On va essayer le meilleur possible. Bon, dans le CDIO, on va marquer, on va préparer rien, mais Porto, c'était une des premières universités européennes, après de Suède, qui était enregistrée dans les initiatives CDIO. Donc, on a plus de 20 ans sur cette initiative. Et je peux le dire que par l'implémentation, on le fait doucement. Il a toutes les compétences, il a beaucoup de neveux en termes d'implémentation. Et on peut dire que chaque année, on a déjà fait un peu d'évaluation en chaque compétence. Mais il manque beaucoup d'années pour atteindre un niveau comme que la Suède. La Suède a beaucoup de travail et tout ça. Donc, on ne peut pas tout l'expliquer. Il y a en fait des formations d'une semaine sur la préparation de CDIO dans l'institution, dans le monde. Et si vous voulez, je peux demander à mes copains de l'Université de Porto qui viennent ici travailler avec vous. Je peux le dire, je ne suis pas l'expert, mais je peux le dire qu'un changement important, c'est qu'on voit l'attitude des personnes qui sont involucrées dans le CDIO, ça change. Ils sortent de toutes les procédures de semestre, d'année, de pensée comme discipline. Ils travaillent beaucoup en projet intégré, transversal, dans beaucoup de sujets. Donc l'idée, c'est une liberté pour faire une discussion profonde sur la pédagogie de l'éducation. Donc il faut l'essayer, il faut le voir, il faut attendre l'expertise des clés du monde dans ce métier, dans ce sujet. C'est ce que je pouvais dire. Donc aujourd'hui aussi, on demandait que je parle sur la place d'évaluation des compétences dans le processus d'accréditation NA2E. Mais d'abord, je le dis, je n'ai pas toutes les solutions. Hein. Je vais le commenter, comment on fait et qu'est-ce qu'on espère que se passe dans le monde sur ça. Bon, vous savez que le rôle des ingénieurs a un fort impact sur la société et l'économie. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Hein. Ce n'est pas comme ça, vous n'êtes pas ici. Mais c'est plus important d'entendre que l'accréditation, ce n'est pas pour évaluer la qualité des personnes, des sujets, des programmes, mais c'est pour faire la mise en route de la profession d'ingénieur. Donc c'est une accréditation pré-professionnelle. Si vous n'avez pas l'accréditation, ça veut dire que le programme, c'est pas bon. Il peut être très bon. Mais il faut dire que vous n'avez pas la conscience de la préparation de l'étudiant jusqu'à la profession d'ingénieur. La vision globale de cette trajectoire, on en voit ici pour la matin une démonstration, était une ligne de la vie, c'est presque la même chose. La différence, c'est que ici,
On va entendre qu'il y a la part de l'éducation en ingénierie et la part des ingénieurs lieu de travail. Et on voit que la formation professionnelle, ça change, ça passe d'un côté à l'autre et ce n'est pas tout fait dans l'université. Le problème, c'est ça, c'est les limites flouées qu'il y a quand on reste de faire la formation professionnelle et quand c'est le lieu de l'entreprise à le faire. Donc la responsabilité, c'est à dire qu'un gradué dans un programme d'ingénierie, ce n'est pas un ingénieur. Je sais que c'est difficile, il y a beaucoup de lois dans beaucoup de pays qui disent gradué d'un programme d'ingénierie, c'est un ingénieur. Ce n'est pas vrai. Hein? Vous ne voulez pas y aller dans un pont fait pour un récent gradué d'ingénierie civile. Parce qu'il manque quelque chose, quelque expérience professionnelle qu'il faut le regarder. Aussi, l'idée, c'est que la responsabilité de la formation, c'est un petit peu in chaque pays avec des institutions d'éducation supérieure et notre avec des entreprises. Et cette définition, c'est par ça qu'on a une procédure, une assurance qualité avec une expérience mondiale qui aborde un très niveau. Le premier, c'est la validation d'accréditation d'État des établissements de l'enseignement supérieur et des programmes éducatifs. Pourquoi? On a besoin de garantir, de certifier quelque chose comme combien de mètres carrés, comme sont les conditions, quel genre de professeurs. Tout ça doit être fait d'abord avec l'information qui vient de la culture des pays. Après, on peut avoir volontairement, c'est ce moment, la question professionnelle des programmes éducatifs. C'est à dire, on doit voir le chemin pré-professionnel de l'étudiant jusqu'à la profession d'ingénieur. Et après, il ne termine pas comme ça, le registre des ingénieurs. Ça veut dire que pendant la profession d'ingénierie, il ne faut pas le dire que tous les ingénieurs sont pareils, sont les mêmes. Il y a beaucoup de grandissants, donc il faut faire aussi des registres de tout ce qu'il fait à l'arc de la vie. Tout ce qu'il fait, c'est très important. Maintenant, on va aussi parler de la profession de formateur en ingénierie, hein, parce que ça, c'est aussi une profession, mais c'est pour nous. Donc, l'évaluation pour l'assurance de qualité, c'est tout ce que de développer un processus systématique. C'est basé dans la mission de l'institution et on peut voir qu'il y a des objectifs des programmes, des objectifs qu'il faut évaluer, bien sûr. Les résultats d'apprentissage. Quels sont les résultats d'apprentissage? Benoît déjà l'a dit, c'est le potentiel des compétences. Pardon, c'est le potentiel des compétences, ce ne sont pas les compétences, c'est le potentiel des compétences. Et après ça, faire dans tous le programme, la rétroalimentation pour l'assurance de qualité. C'est donc très important pour faire l'évaluation. Cette évaluation, c'est la question, comment on le peut faire? Il n'y a pas un document définitif, mais l'idée, ce n'est pas d'évaluer les connaissances, c'est d'évaluer les compétences. Ça veut dire que dans les procédures d'éducation, il faut il faut imiter la vie d'ingénierie et évaluer comment l'étudiant, comment il fait pour chaque problème qu'il rencontre. C'est seulement comme ça. Donc c'est très spécifique de chaque formation, parce que chaque ingénieur, il a sa propre vision, sa propre métier dans l'ingénierie. Donc, l'accréditation, c'est le moyen pour assurer la qualité. L'accréditation professionnelle, comme que fait l'agence qui sont pas le NA2E, il regarde ce savoir être capable de faire, ce sont les résultats d'apprentissage. Comment ils sont mesurés. De notre façon, avec la liberté universitaire, il n'y a pas
une seule façon de le faire, mais il doit démontrer comment il veut faire. Mais il doit montrer que l'ensemble des procédures, c'est mis sur les étudiants et pas sur l'enseignant. Je ne veux pas le concentrer sur l'enseignement, mais aussi concentrer sur qu'est-ce qu'on veut que l'élève soit capable de faire. Et le professeur doit le testifier, il doit l'écrire. Cet élève, il a passé parce qu'il sait faire ça. J'étais le représentant du ministère portugais dans 2006 comme expert de Bologne, et nous on a désigné quelque chose qui s'appelle le diplôme supplément. Le diplôme supplément original, non sans que vous connaissez, elle était très pire parce qu'elle demandait que chaque professeur écrit qu'il se responsabilise pour les compétences qu'il a données. Comme vous imaginez, ce n'est pas facile à passer, il n'y a pas passé à Bruxelles. Techniquement, nous espérons, on a mis ça dans le livre, mais après les politiques, on l'a dilué. Il a dit que l'institution se responsabilise. Les institutions sont c'est tout et c'est rien, hein, c'est seulement l'institution. Donc ça c'est la petite différence, mais c'est l'importance. Il y a la responsabilité des professeurs pour la formation qu'ils ont donnée. Donc l'expérience internationale, on a deux étapes. La première, c'est l'accréditation professionnelle du programme de formation d'ingénierie. Il y a seulement deux grands réseaux mondiaux qui le font. C'est le Washington Accord et EURES, seulement les deux. Et une deuxième étape, c'est la certification discrétion des professionnels d'ingénierie. Il y a beaucoup d'éléments, mais il n'y a pas un réseau mondial. Pour faire l'expérience internationale des organisations professionnelles, il s'agroupe dans une structure internationale. La plus grande, c'est le IPA, mais il n'y a pas beaucoup d'expressions réelles sur la mise en jour de la profession d'ingénierie. La plus active dans cette part du monde, le monde occidental, c'est FEANI. Il couvre 57 pays. Et pour le Pacifique, on a APEC, qui fait l'autre part, l'autre côté du monde. Et il y a aussi deux organisations internationales au consortium international, NA2E et Washington Accord, qui élaborent des critères de qualité qui sont les référentiels. Ça veut dire que rien ne l'applique exactement, mais ils servent de référentiel pour reconnaissement mutuel. Il y a aussi, on va voir demain, pendant une année, un registre interne pour élaborer les critères de qualité de description des formateurs d'ingénieurs pour sa profession. Donc, la définition d'accréditation, comme vous savez, il y a beaucoup de définitions, mais pour NA2E, c'est l'accréditation du programme d'ingénieur résultat d'un processus utilisé pour s'assurer que ces programmes est approprié comme voie d'accès à la profession d'ingénieur. Et examiner pour pair l'information écrite et orale des groupes formés indépendants des universités et des professionnels. Ça veut dire que ces révisions qu'on fait nécessairement de toutes les procédures pour mesurer l'évaluation des compétences, ce n'est pas seulement une procédure académique. Ça veut dire que l'industriel doit être aussi involucré en ça. Parce que, comme on a dit, on cherche à imiter la profession. Donc, qui sait mieux de la profession, ce n'est pas le professeur, et pardon pour le professeur dans la salle, ce sont les industriels, ce sont l'employeur que vous regardez. Donc, dans le cadre mondial, comme vous avez dit, de la formation d'ingénieur, il y a le regardé pour International Engineering Alliance et pour NA2E. Vous voulez qu'il y ait une approche distincte. Dans le Washington Accord, c'est seulement pour les ingénieurs, il aussi définit l'accord de Sydney, l'accord de Dublin pour technologues et pour techniciens.
dans le NA2E, on fait le premier cycle et le deuxième cycle, le bachelor et le master, qui fait aussi ces connexions. On a déjà défini les bonnes pratiques des matières d'accréditation qui sont équivalentes. Donc il n'y a pas de problème ici. Il y a aussi des problèmes avec le résultat d'apprentissage ou attributs de diplômés, comme on l'a dit dans le cadre de AIE. Donc, NAIE, comme vous savez, ou si vous ne savez pas, il faut savoir, c'est un réseau européen pour l'accréditation de formation des ingénieurs. Et c'est le don de label IORES. Ça veut dire il n'y a pas d'autre quelque agence qui a, c'est le don de l'IORES. L'IORES, c'est à nous. Je vais vous dire pourquoi. Bon, une des choses très importantes est parce que chacun de notre instance, agence d'accréditation, doit avoir quelques bases communes pour être licencié, pour préparer pour l'attribution des labels IORES. Ça veut dire que tous doivent impliquer les parties prenantes, université, employeurs, société, doit avoir autonomie dans le procédé de leur décision, intégrité et équité, et responsabilité et avec l'information du public. Mais aussi, il doit appliquer les normes cadres des lignes des directives IORES. Les dernières ont été révisées en 2021. Donc, il n'y a pas beaucoup de chance avec le 2015, mais on a intégré un peu plus de formation et de précision dans l'objectif de développer sustainable. Chaque petite chose qu'on a fait, il doit appliquer les normes d'assurance qualité pour les institutions d'éducation supérieure pour eux-mêmes, les normes qui sont alignées avec le ESG, European Standard Guidelines, et mettre en œuvre l'accord IORES, l'accord de reconnaissance mutuelle. Comme dans le cadre européen de la formation d'ingénieur, ça veut dire qu'on le balance sur deux piliers. Le premier, c'est l'assurance qualité. Ça veut dire qu'on suit la norme basée pas en Bologne elle-même, mais c'est dans le communiqué de Bergen. Après, les normes et lignes directrices européennes et qui permettent le registre de l'assurance qualité dans les cas. De l'autre côté, on a le pilar des résultats d'apprentissage, le cadre européen de certification, le discuteur de Dublin, et qui elle aussi apporte à la norme et lignes, normes et lignes directives du cadre IORES qui ont déjà été présentées avant la pause. Le deux piliers de la sagesse de NAIE, c'est précisément l'évaluation de processus et de procédures qui sont conformes à toutes ces normes, mais, et je veux me marquer tout ça, avec les résultats du programme. Les résultats du programme, j'ai déjà quelque chose ici qui ne marche pas. Non, il n'y a pas. Les résultats du programme sont qu'elle doit savoir grader avec sa graduation, quels doivent être les résultats d'apprentissage. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas des compétences, c'est le potentiel des compétences. Quelque chose que pendant quelques années après la graduation, il doit montrer. Vous avez déjà vu tout ça, donc je ne veux pas être très spécifique, mais ces 8, je veux le marquer qu'ils ne sont pas tous techniques. Je veux voir choses comme obtenir des jugements, communication, travail en équipe, apprentissage tout au long de la vie, ce n'est pas nécessairement technique. Et après, on a aussi la division entre le premier cycle et le deuxième cycle. Tout ça c'est publié, donc je ne veux pas le montrer beaucoup, mais je veux montrer qu'il a des petites différences, mais très importantes.
Tout ça, ça veut dire, par exemple, que dans la connaissance et la compréhension dans le premier cycle, on voit la connaissance et la compréhension des mathématiques, l'informatique, les sciences fondamentales, à un niveau nécessaire. Et pourquoi on le dit comme ça? Parce que le niveau nécessaire change beaucoup, il change toujours. Ça veut dire que l'évaluation des compétences doit elle-même être alignée avec les nécessaires qui est mesuré dans chaque procédure d'accréditation. Ça veut dire que le groupe d'intérêt, des stakeholders, ils vont dire ça c'est nécessaire, ça c'est beaucoup, comme on a déjà obtenu. Quand on va voir dans le deuxième cycle, on voit que c'est la même chose, mais il y a éléments d'approfondir des consciences critiques et des consciences critiques de contextes multidisciplinaires qui ne sont pas dans le premier cycle. Le même pour l'analyse technique, la capacité de sélectionner et appliquer des méthodes qui sont pertinentes et interpréter correctement les résultats de cette analyse, capacité d'identifier et formuler, de résoudre des problèmes, de gérer dans un domaine d'étude. Et d'une autre fois, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir comment l'étudiant, pendant ces périodes dans l'université, elle est capable d'identifier et formuler, résoudre des problèmes d'ingénierie dans leur domaine d'études. Donc ça, c'est une démonstration que chaque programme le doit faire. Dans le deuxième cycle, la grande différence, c'est que l'aptitude, c'est aussi pour nouveau et complexe. Complexe, c'est pour les deux cycles, mais ici, c'est le nouveau. Et c'est capable d'interpréter de manière critique les résultats de cette analyse et conceptualiser des produits, des process, des systèmes d'ingénierie. Capable de résoudre des problèmes déjà complexes aussi, mais c'est dans le cas du deuxième cycle qui sont inconnus et qui ne sont pas complètement définis. Donc, comment on fait ça? C'est seulement à démontrer pour chaque programme qu'ils ont exposé l'étudiant à problèmes d'ingénierie complexe inconnus. Et là, on a déjà essayé de prendre une réponse. Et ça, c'est la partie importante pour l'évaluation d'elle-même. Ainsi comme il y a l'habitude d'identifier, formuler, résoudre des problèmes complexes dans le domaine nouveau et émergent. Je veux avancer. Concevoir des produits complexes, c'est pour tous, mais concevoir des produits nouveaux et complexes. Vous voulez une petite différence dans le premier cycle et le second cycle, c'est toujours comme ça. Donc, quand on va évaluer un programme premier cycle, on voit quel genre de problèmes on a résolu comme forme d'évaluation. Et dans le deuxième cycle, quels sont les produits nouveaux qu'il a créés comme part de sous-évaluation. C'est la différence qu'il a réalisée. La partie de recherche, d'investigation, c'est toujours la même chose, mais dans le deuxième cycle, se demande un petit peu de plus, et je crois que c'est normal. Même l'étudier de manière créative l'application des technologies nouvelles et émergentes. Vous voyez qu'il y a beaucoup de mots fluides. C'est parce qu'on fait un cadre standard, on ne fait pas le standard spécifique. Donc on laisse à chaque agence de faire la spécification d'abord avec ses réalités du pays ou de la région. La pratique d'ingénierie, c'est la même chose, je veux passer ça. La deuxième cycle, on a une compréhension approfondie des techniques et méthodes. Et la bonne, c'est dans le lieu des programmes qui vont démontrer comment elle est approfondie, ainsi comme la connaissance et compréhension des applications et de la conscience critique. Pardon. La dernière, c'est l'apprentissage tout au long de la vie. Et vous pouvez ici voir la différence, c'est pas beaucoup, premier cycle, deuxième cycle, mais le premier, c'est le fait comme un spectateur
le deuxième cycle se voit dire que c'est un apprentissage à lieu, à la personne elle-même. L'EURES Accord, que je vous avais dit, c'est un accord de connaissance mutuelle. C'est l'unique qui existe dans le monde. Ça veut dire que n'importe pas quelle est l'agence qui fait l'accréditation, tout le monde, toutes les agences le reconnaissent. Il n'importe pas quelle constitution. Par exemple, si vous avez une accréditation qui n'est pas dans l'EURES Accord, par exemple EBET, qui vient ici, il fait la reconnaissance. EBET, c'est part de Washington Accord, mais les autres pays ne veulent pas le reconnaître parce qu'ils n'avaient pas cet document, cet accord de reconnaissance mutuelle, c'est compris. Donc, pourquoi on a cet accord? Parce que la procédure, c'est différent. Ici, NIE autorise les agences d'accréditation à attribuer, à préparer l'attribution des labels ORES. Mais chaque label ORES doit aller à Bruxelles où est de nouveau analysé pour garantir qu'il n'y a pas descendre le niveau de qualité, pour garantir qu'il n'y a pas de procédure qui seulement envisage le profit. Tout ça veut dire qu'il a une confiance totale parce que chaque agence ne peut pas être totalement indépendante et n'attribuer le label EURES. Donc, c'est ce moment, il a 15 agences qui préparent la procédure, mais il a aussi des autres qui sont pas des NIE, qui ont envie de le faire, comme par exemple l'ICACIT, c'est l'agence de Pérou, ou Accreditaci, c'est l'agence de Chine, au GEA, et c'est l'agence de Jordanie. Donc, tout ça sont déjà involucrés. On a aussi des membres associés qui supportent le développement de ces cadres de standards, comme CEFI, Réseau Figure, équipe, tout ce que veut participer sont bienvenus. Donc, la deuxième valeur agrégée pour l'NA2E, c'est une seule base de données. Il n'y a pas autre dans le monde. Chaque accréditation a ses bases de données, mais EURES a une seule base de données mondiale qui est contrôlée et réglée par NA2E. Donc, cette base, vous pouvez voir tout ça et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup déjà de programmes accrédités dans Tunisie, par exemple, avec cette information qu'il fait. C'est pour ça que le certificat d'accréditation du programme, il a toujours firmé par deux personnes, une de NA2E et l'autre de l'agence qui fait tout ça. Donc, tous dans la prochaine année vont avoir cette accréditation. Vous allez avoir ma signature, ma firme dans tout ça, parce que c'est ma responsabilité de le faire aussi pour garantir ces procédures. Donc, ce n'est pas pour la bureaucratie qu'on a les deux signatures, c'est pour les garantir que ce n'est pas seulement une décision d'une agence, il a été consolidé pour tous les autres et reconnu pour tous les autres. Donc, quelques agences pour faire l'accréditation qu'ils veulent, et on sait de quelques accréditations en Tunisie qui ont été faites par quelques agences, après, il n'est pas dérivé un label EURES, parce qu'il n'est pas dans le niveau. Je ne peux pas entrer dans la précision de l'élément, mais ça veut dire que seulement s'il y a deux signatures, ça veut dire que vous avez le label EURES. Bon, pour terminer, pour conclure, l'avenir d'EURES, quelle est la stratégie? Bon, ici, je vais être un peu dur. La stratégie pour le développement des agences EURES, c'est de faire la formation d'experts internationaux dans les systèmes EURES. Après la participation de ces experts dans l'accréditation au niveau mondial, ça veut dire apporter des experts de chaque pays autre expérience, de développer une agence nationale qui donne des labels internationaux
parce qu'on va le dire, l'accréditation ne peut pas être la nouvelle procédure de colonisation. Ça veut dire que chaque pays doit avoir ses mêmes agences nationales qui donnent le label international et après intégrer dans l'accord international comme un ASP. Il est temps de Tunisie et sa place à la table. Il a déjà préparé. Vous avez tous. Vous avez, j'espère, préparé. Vous avez vos propres standards développés dans le cadre de MEDAC. Vous avez tous. Il faut le faire. C'est seulement une décision. Il faut le faire. Il faut donner cette place. Mais il faut le faire maintenant, pas demain. C'est maintenant. Donc, je sais que les choses dans la Méditerranée, et je suis aussi une personne de Méditerranée, ils vont doucement, mais il faut le faire un petit peu. S'il vous plaît. Il faut avoir la décision. Et si vous connaissez les ministres, il faut le dire. Il faut le dire que. Il faut le dire. On connaît celui qui connaît le ministre. Voilà. Non, il y a déjà le dire, c'est pas de problème, il faut le dire. Si le ministre veut, on peut le signer, on invite à Bruxelles, on parle, mais c'est le moment. Et on va le rétablir. Pour terminer, seulement pour le dire que c'est lui qui cesse d'être meilleur, cesse d'être bon, l'a dit Oliver Cromwell, et ça veut dire qu'il y a toujours place dans la relation. J'espère que vous le faites. Merci beaucoup.